faudrait quand même qu'on en parle un peu plus que ça, du droit du travail. Donc, on a cherché un bouquin sympa, juste pour le spectacle, quoi. Juste pour le spectacle, un bouquin qui pourrait expliquer pas mal de choses sur les droits des salariés. On l'a cherché. On n'a pas trouvé de truc simple, alors on a continué à chercher, et là on a trouvé un livre sympa. Un livre sur lequel il y a tous nos droits, la liste de tous nos droits. Un livre d'une page, que vous avez pour la plupart chez vous. Franck, messieurs dames. Stagiaire dans cette maison d'FGC. Mon avis devrait prendre un contrat civil. Mesdames et messieurs, voici le livre qui contient la liste de tous nos droits. Alors c'est le seul livre dont la quasi-totalité de la population lit directement la dernière page, en n'ayant à peu près rien à foutre. C'est bizarre de ne pas lire les chapitres du livre, juste la conclusion. Juste la conclusion. Alors bon, il y a pas mal de chiffres, évidemment, ça saute aux yeux. Le plus connu, donc, c'est le salaire net, c'est celui qu'on se fout dans la pogne direct, quoi. C'est ce qu'on reçoit, en fait. Hein. Quel est le chiffre qui n'apparaît nulle part, là? C'est un différé. Recharge patronage, je préfère dire cotisation, personnellement. Le nombre d'heures. Non, c'est la totalité de la masse salariale qui n'apparaît quasiment jamais sur les bulletins de paie. Et ça, c'est pédagogique. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'on voit tout ce que le patron est obligé de cracher. Donc vous avez le net, vous avez le brut, vous avez ces trucs, mais l'addition. C'est-à-dire le fait que pour un mec qui gagne 1600, le patron est obligé de payer 3000, c'est-à-dire de donner l'équivalent pour payer du travail libre à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas que ça se voie. Donc la totalité, là c'est mon bulletin de novembre, la totalité de ce que ma force de travail génère finalement, et qu'on est capable de me payer 2058 € de brut, sur lesquels je ne peux toucher que 1600. Et par contre, l'employeur va payer en plus 873 € de son côté. Donc en fait, la totalité de mon salaire, c'est 2058 plus 873. Effectivement, on est proche des 3000 €. Chiffre qui n'apparaît quasiment jamais sur les bulletins de paie. Et ils ont raffiné le truc dans les années 50 en inventant un système totalement débile qui est une distinction entre une soi-disant part salariale et part patronale. Hein. Il n'y a qu'une part patronale, hein. C'est le patron qui paye tout. Mais on fait comme si on acceptait d'en redonner nous une partie de notre poche. On est un peu des collaborateurs, on est dans le même bateau, d'accord. Donc, ça, c'est uniquement une astuce pédagogique. D'accord. Je ne suis pas du tout d'accord personnellement avec ça. Je trouve qu'il y a une grosse différence. Par exemple, quand on a sorti la CSG, qui c'est qui a inventé la CSG? Rocard. Alors vous prenez des notes, d'accord? On va faire une petite liste comme ça. Bon, les notes c'est facile, hein, marquer Rocard. Alors Rocard, quand il invente la CSG par exemple, bon, il y avait un côté intéressant dans la CSG, il ne faut pas non plus caricaturer, c'est qu'il avait pour la première fois ponctionné d'autres sources de revenus, et notamment fonciers et de placement, et pas seulement taxer le travail pour financer la Sécu. Bon, allez. Mais enfin, son gros problème, dans sa négo pourrie avec le patronat, c'est qu'il met tout justement en cotisation salariale. Alors pour moi, ça fait pas seulement un jeu d'écriture, quoi. Il y a un effet tout à fait concret, c'est-à-dire que les 8%, ça n'a pas commencé à 8 tout de suite, mais maintenant on est à 8, 161 € là, ça vient en déduction directement de mon net. C'est-à-dire que quand c'est des cotisations salariales, mon net diminue. Quand c'est des cotisations patronales, mon net ne bouge pas. Je trouve que ça fait quand même une différence autre que pédagogique. Je suis peut-être un peu fatigué. Oui, c'est une scope démocratique. Alors, le premier bloc, c'est la Sécu. Ok, tout le monde voit la Sécu. Hein, vous ne faites pas l'histoire. Différentes branches. 1945, une seule branche. Sécurité universelle, unique. D'accord. Le patronat est à genoux, il a collaboré avec l'ennemi, il a choisi Hitler dès 1932, négociations secrètes avec tout le patronat français, ok. Et donc le patronat n'est pas invité à la table des discussions. Et donc ils ne peuvent pas dire c'est pas possible comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui on demande une augmentation de 0,1%. Ah on ne peut pas, c'est pas possible. Donc à l'époque on leur arrache la sécu unique. On n'a pas encore plusieurs caisses. Contre tous les accidents, contre tous les risques de la vie. L'assurance contre tous les risques de la vie. Vous savez combien la Sécu va connaître d'attaques
jusqu'à aujourd'hui? Combien de démolitions? 83. Quasiment une par an. Vous savez de quand date la notion de trou de la Sécu? Quand est-ce que ça vient pour la première fois le thème du trou de la Sécu? 78, 75, 74, 48. 1948, la première apparition du terme trou de la Sécu. Bon, maintenant il est abyssal. Depuis le temps que ça aurait dû s'écrouler sur les glaces, évidemment. Bon alors bref, donc l'assurance maladie, bon tout le monde voit, c'est grâce à ça qu'on peut aller chez le médecin, avoir des médicaments, se faire hospitaliser, mais par contre on a de plus en plus une contrepartie financière à payer, et là-dessus évidemment je trouve que c'est une des attaques les plus perfides, les plus efficaces à mon avis, notamment envers les classes populaires. Parce que moi en tant que classe moyenne, 1 euro à chaque visite ça le fait quoi en fait. Et là ils ciblent vraiment leurs attaques pour que les classes populaires ne défendent pas la sécu. Et donc, ils les excluent tranquillement avec 1,50 € sur chaque médoc et tout, tu vois le truc? Pour que eux ne la défendent pas. Alors que nous, on passe encore. Et pour que ceux qui en aient le plus besoin ne la défendent pas, ils mettent en place des attaques tout à fait travaillées, quoi. Ça, c'est ce qui paye la totalité du personnel hospitalier en France, cette ligne-là. D'accord? Alors ici, je suis loin de la Bretagne, comme je suis lâche, je peux le dire. Il faut être con comme un marin-pêcheur du Guilvillacq. En Bretagne, je ne fais pas celle-là. Ils ont tous la famille au Guilvillacq. Pour applaudir quand Sarkozy leur envoie des chèques sociales. C'est les mecs qui ne peuvent plus payer le fuel. Que fait Sarkozy? Est-ce qu'il dit à Total, je vous baisse le prix du fuel, Total, vous gagnerez moins d'argent cette année? Pas du tout. Il dit aux marins-pêcheurs, je vous enlève les cotisations, les charges sociales. Et les marins-pêcheurs, ils sont là, on a gagné, on nous enlève l'hôpital de Carhaix, on s'en fout. Vous allez dire, ils sont forts. Non, on est cons. L'assurance vieillesse, donc, c'est la retraite de la Sécu. Au passage, quand même, 137 € plus 204 €, on est déjà à 300, presque 350, auquel il faut rajouter la retraite complémentaire qui a été elle aussi généralisée maintenant depuis un bout de temps, et donc il faut rajouter 78 € et 117 €. Voilà, on arrondit à 550 € tous les mois que je finance grâce à ma force de travail pour que des gens aient une retraite. Du travail libre. On garde ça en tête, on y reviendra tout à l'heure. Les allocations familiales, tout le monde voit ce que c'est, les allocs. La CAF, on fait un. Qu'est-ce que ça finance? Il y a combien de trucs différents à la CAF? Est-ce que vous savez combien de droits vous avez? RSA, les aides au logement. Combien ça en fait? Dites un chiffre. Combien il y a de droits? Combien? 7, 8, 12, 23. 23 droits dont la majorité sont complètement inconnus, on s'en sert jamais, on les demande pas. 23 droits on a arraché dans le cadre des allocations familiales. Allez voir sur leur site, ça peut être sympa. Même des trucs que vous connaissez. Exemple, Gaël. Des exemples, les aides au déménagement, des exemples, l'accompagnement en fin de vie, des exemples, les aides à l'équipement de première nécessité ménager, machine à laver, frigo, des trucs qui coûtent du coup. Quasiment personne ne connaît, qui sont donnés par les allocations familiales. J'ai une belle salle. Voilà. Une belle, ouais, ça fait quand même pas mal. Bon, évidemment, les allocs pour les enfants aussi, hein, ça. Accident du travail, donc ça c'est quand on se pète sur son lieu de travail, d'accord? Quand on se pète dans son lieu de travail, là on n'a pas 1% ou 50 centimes à donner, on est couvert. Là c'est de la bonne protection. On peut se péter au travail, il y en a pas mal qui n'arrivent pas, et on est bien couvert. Hein. Alors, à la condition que l'accident ait été déclaré. Hein, alors là, bon, il y a sans doute quelques syndicalistes dans la salle, on peut vous rapprocher d'eux s'il y a des... Mais oui, mais franchement, se casser la gueule en ski aussi, bon, je veux dire... Ça va aussi comme accident du travail. Ça, c'est la nouvelle branche, la 5e, la branche dépendance, d'ailleurs, qui vont déjà... Enfin, bon. Solidarité personnes âgées. Tout le monde voit là le 03 hein. C'est le fameux lundi de Pentecôte. Celui-là, ça l'énerve, Gaël. Ah, il est celui-là, je l'aime bien. Je trouve qu'ils sont forts. Non, ils sont pas forts, on est cons. Je trouve que quand tu lis ta fiche de paye, la baisse devient évidente, quoi. C'est-à-dire que là, on est en novembre. Pas beaucoup de lundi de Pentecôte en novembre, si tu veux. Et je donne 6 €. Alors en décembre, je redonne 6 €. En janvier, je redonne 6 €. Et puis toute l'année, comme ça, je redonne 6 €.
Ok ? On voit bien qu'il n'y a aucun rapport entre le fait de bosser ce putain de lundi de Pentecôte et le fait de cotiser pour que la dépendance puisse s'occuper de nos vieux et qu'ils ne crèvent pas pendant l'été. Même quand il n'y a pas de canicule. Il n'y a aucun rapport. On cotise tous les mois. Alors en plus, j'imagine que dans la salle, il y a peut-être des gens qui ne sont pas dans des emplois où ils produisent des marchandises qu'ils vont aller vendre après sur un marché. Moi par exemple, je suis animateur, je sais pas, il y a peut-être des profs, ou tu vois. Imagine le prof par exemple, il bosse le lundi de Pentecôte. Est-ce que ça va faire rentrer plus de fric dans le collège à la fin de l'année s'il y a eu un jour de plus pour les élèves? Parce que c'était l'argument, tu sais, comme on ne peut pas financer, ah oui, non. Donc là encore, bah voilà, un cadeau au patronat pour le secteur productif marchand, un jour férié en moins. Super, ça c'est de l'avancée, mon gars. L'aide au logement, c'est le 1%. En fait, c'est 0,1. Donc, c'est les prêts qui étaient à 1%. C'est pour ça qu'il y a confusion. Les prêts, on pouvait avoir des prêts 1% employeur, 1% patronal. Des prêts pour accéder à la propriété, pour qu'on puisse tout de suite s'enquiller dans des emprunts et qu'on soit prêt. Non, c'est pas le propos. Alors, réduction Fillon, on l'aime bien, celle-là. Quel est le vrai nom de la réduction Fillon, si on réfléchit bien? Allègement sur les bas salaires, ouais, ça c'est le terme technique. Et donc c'est pas Fillon qui a lancé ça? Qui a lancé les allègements sur les bas salaires? Presque. Straussian, non. Aubry. Martine Aubry. Martine Aubry. Ça me donne tout de suite envie de me tuer pour vrai. Si vous engagez les gens au SMIC, bah pendant tout le temps que vous les laisserez au SMIC, vous aurez une réduction. Si vous les augmentez, jamais on va garder des réductions. C'est cool. Alors, moi je suis pas au SMIC. Vous avez vu? Je suis pas au SMIC, je gagne 2058 € brut. Et j'en ai pourtant encore. J'ai 39 € par mois là, de réduction sur les bas salaires. Donc je suis encore un bas salaire, et oui, parce que Martine Aubry, elle avait mis la barre assez bas, sur 1,3. Alors la droite l'a remontée, maintenant on est à 1,6 fois le SMIC. C'est-à-dire 2200 € brut. Tous ceux qui en France gagnent 2200 € brut ou moins ont des allègements. Alors évidemment c'est proportionnel, plus t'es bas, plus t'en as. Mais moi j'en ai encore 39 €. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que c'est un piège à bas salaire. Parce que plus t'es proche du SMIC, plus l'importance des allègements est importante. Ce qui fait que le coût, il augmente exponentiellement. Donc t'as intérêt à avoir que des smicards. Parce que dès que t'augmentes, tu te dis tiens, le smicard, je vais l'augmenter de 100 €. Alors, c'est l'effet qui se coule. ça va. Ok, d'accord, ça va te coûter 100 € de plus, d'accord, bon, les cotises en plus, ok. Et en plus, tu perds des allègements. Donc c'est une pression à la modération salariale. Un supermarché Attaque qui engage un petit jeune pour trimballer des bouteilles, il a 286 € d'allègement. Et donc ils engagent tout le monde sur ces bases. Ça, c'est le max pour un smicard. Un vrai smicard, 285 € par mois d'allègement. C'est nous qui payons, c'est un allègement. Multiplié par le nombre de smicards en France, tu vois. C'est l'État qui compense. Et donc, enfin bon, Attaque, ils n'ont pas de sous, ni La réduction Carrefour, ni Géant. Fillon, le seul but de la réduction Fillon, c'est de faire une pression à la modération salariale. On reviendra là-dessus si on a le temps, mais l'obsession du capitalisme historique, c'est la modération salariale. C'est d'empêcher absolument les augmentations de salaire. Alors, c'est de la assurance chômage FNGS, assurance chômage, bon, tout le monde voit, les ACDX, ce qu'il en reste. Voilà, vous savez ce que c'est. Le Parlement a voté un droit, ok, quand vous êtes au chômage, vous avez le droit immédiatement d'être indemnisé sans contrepartie, c'est-à-dire vous pouvez tout à fait dire à Pôle emploi, écoutez, je suis allé à Saint-Amand-Roche-Savine, donc je veux la thune et je ne chercherai pas de travail. Je veux dire, c'est un droit voté par le Parlement, donc je prends le pognon et je ne chercherai pas, j'ai le droit de passer 24 mois, c'est un droit, ça se négocie pas. Vous me direz si ça marche. Vous l'appelez sur son portable perso, hein, parce qu'à la SCOP, on va être saturé, je pense. Alors, évidemment, il nous transforme ça en contrat. Donc, alors là, il y a des attaques depuis une quinzaine d'années, et là, ça commence vraiment à s'accélérer. Le bar, vous avez le droit de l'accepter ou de le refuser, par exemple. Le PAR. Le plan d'aide au Retour à l'emploi. Signé par la CFDT à un moment. Vous savez qu'il y a vous n'êtes plus demandeur d'emploi, c'est fini, ça vient de changer. Vous êtes prospecteur d'emploi. Parce que demander, mon pote, c'est facile. Hein, il faudrait un peu montrer de la bonne volonté pour trouver le boulot qu'il n'y a pas. Prospecteur de Fillon. Parce que s'il y avait du boulot, ça se serait en même temps. Hein? Bon, alors, FNGS, Fonds National de Garantie des Salaires.
On n'y passe pas des pompes, c'est quand ta boîte se plante, dépose le bilan, il n'y a pas, au moins qu'on puisse payer les derniers salaires et les primes de licenciement économique. Elle a quadruplé en un an. Hein, c'est peut-être un indice. Alors, retraite complémentaire, on en a déjà parlé. Prévoyance, c'est un des derniers droits acquis, en fait. Dans quasiment toutes les conventions collectives, maintenant, on a de la prévoyance. C'est-à-dire qu'on cotise. Si jamais il y a un gros coup dur, on a une grosse somme d'argent qui tombe sur la famille. Donc, par exemple, les incapacités permanentes suite à un accident de travail, un décès, il y a des primes pour les orphelins, enfin bon, il y a différents trucs. Pas tout très très gai, mais... Enfin, c'est des grosses sommes, hein, genre 50 mois de salaire qui tombent d'un coup, 24 mois. C'est des primes à la fainéantise, ça. Faut mourir quand même pour l'avoir. Hein. Alors, juste comme ça... Non, ça peut être à ton conjoint, des fois ça marche. Tu peux, ça c'est cool, ça marche au conjoint. Alors, il y a quand même eu pas mal d'affaires dernièrement, donc il y a pas mal d'employeurs qui ils mettent ça sur la fiche de paie puis ils cotisaient pas vraiment, parce que c'est pas pris par les URSSAF ça, donc ils faisaient semblant de cotiser. Hein. Et donc en fait quand le truc tombe, bah, ça marche pas. Alors si en fait ça marche, sachez-le quand même, hein, c'est que l'employeur est obligé de donner la même somme que ce que leur aurait donné la caisse de prévoyance s'il lui-même n'a pas cotisé. D'accord? Donc si vous connaissez des gens, un petit coup de fil syndical s'impose. Alors, la taxe d'apprentissage, ça sert principalement à financer les centres d'apprentis. Et la formation professionnelle, tout le monde voit ce que c'est pour avoir le droit d'aller se former tout au long de sa vie. Et maintenant, en plus, on a le droit d'y aller sur son temps perso. Ça c'est cool. Depuis 2004, on a le droit d'aller en formation professionnelle en dehors du temps de travail. Alors on va pas bronzer idiot? Attends. Par là, je sais pas, oui, c'est aussi. Non, là, ils ont tous signé, je crois. Celui-là. 2004, hein, 2004, il y a une autre saloperie, c'est le DIF. C'est une attaque, tu vois, ils sont forts, je veux dire. Non, mais con. Le DIF, tu te dis, c'est quand même chouette, putain, tu vois. Au lieu d'aller me former à ce que veut l'employeur, c'est-à-dire l'espèce de logiciel de gestion de merde, il va falloir que je maîtrise pour être plus productif. Non, j'ai pas envie d'aller me former à ça. Bon, ça, c'est son choix, l'employeur, il a le droit. Mais maintenant, on a le droit, nous aussi, d'avoir des envies. Tu vois, je veux me former aux conférences gesticulées avec le pavé, voilà. Je veux me former aux techniques de débat public avec le pavé, je peux en faire la demande dans le cadre du DIF. Non, en fait, ça marche pas très bien. C'est un droit, comment vous dire, qui est pas un droit. Ce qu'on a le droit, c'est de cumuler des heures. Donc, tous les ans, pour un temps plein, on gagne 20 heures. C'est limité à 120 heures, donc comme ça a commencé en 2004 dans la plupart des branches. Là, en 2009, on était au max. On était à 120, pour ceux qui avaient eu la première année pleine. Donc à partir de maintenant, on va perdre des droits si on ne les dépense pas. Mais comme ils n'ont pas du tout animé ce truc-là, que ça peut être expliqué, personne n'a fait de demande les premières années, donc ils ont dit excédentaire, je sais plus quoi faire du fric. Puis en 2008-2009, ça a commencé à... Puis alors là, cette année, ils sont débordés de demandes. Alors ils sont en train de mettre des contraintes supplémentaires, des verrous. Il faut que ce soit tant d'heures minimum, il faut que ce soit plutôt sur cette thématique qui nous intéresse dans la branche. Enfin, au bout du compte, je pense que j'aurai le droit juste d'aller en stage sur le logiciel de gestion. Mais ce sera moi qui l'aurai demandé. Super conquête sociale. Ouais. Enfin, j'aurai le droit d'aller sur le week-end, par contre, faire le stage, donc ça c'est bien. Voilà. Et donc tout ça c'est des droits qu'on a arrachés et qu'il faut continuer d'arracher. Il ne faut pas arrêter. Il faut continuer, il faut augmenter ce que Sarkozy appelle les charges sociales, hein, qui sont les cotisations patronales qui payent le travail libre. Et pour ça, il faut du syndicalisme.